Historiquement, tous les mouvements migratoires, c'est qu'ils ont eu des conséquences pour les régions qui ont accueilli ce flux de population. Positif ou négatif, quelque chose change toujours. Cependant, à mesure que la population humaine, à partir du 19e siècle, a atteint des niveaux démographiques sans précédent, la mobilité humaine a augmenté et a occupé des zones de la planète qui étaient auparavant vides. Et cela s'est produit pour plusieurs raisons. La production alimentaire accrue a conduit à une population plus nombreuse. Les nouvelles technologies pharmaceutiques et les connaissances médicales ont considérablement réduit la mortalité infantile et augmenté l'espérance de vie. De nouvelles technologies, comme les chemins de fer et les automobiles, ont permis d'aller beaucoup plus loin. De nouveaux procédés d'ingénierie ont permis l'adaptation de régions auparavant inhospitalières et de nouveaux systèmes de télécommunication ont réduit les distances psychologiques entre les peuples, augmentant ainsi leur intégration et facilitant la colonisation de régions autrefois difficiles d'accès. L'intérieur du Brésil s'est démarqué à cet égard. Comprenez que pendant des siècles, que ce soit en tant que colonie, empire ou république, nous sommes restés très limités au littoral dans la majeure partie du pays. Mais à partir de la fin du 19e siècle, et surtout à partir de la seconde moitié du 20e siècle, nous avons changé cela et avons commencé à occuper avec succès l'intérieur du pays. Maintenant, au 21e siècle, nous voyons à nouveau le mouvement humain prendre de l'importance, même si c'est dans une moindre mesure, mais suffisant pour transformer des régions entières. Et contrairement au passé, les migrations ne sont plus seulement motivées par de meilleures opportunités professionnelles, mais sont aussi et surtout causées par la forte violence dans les grandes villes. Et par le coût de la vie de plus en plus insoutenable, causé principalement par des impôts écrasants. Cependant, les régions de destination n'ont tout simplement pas les conditions nécessaires pour absorber ce mouvement humain, ce qui entraîne non seulement une augmentation énorme et rapide de la valeur des biens immobiliers, que ce soit à la location ou à la vente, mais aussi une rupture de l'infrastructure urbaine, et le pire, des crises hydriques sans précédent dans certaines régions. Et deux régions semblent plus vulnérables, soit parce qu'elles sont soudainement devenues des pôles d'accueil d'immigrants, soit parce que leur structure ne supporte pas un volume démographique beaucoup plus important que celui d'aujourd'hui. Ces dernières années, le Paraná et Santa Catarina ont connu de graves sécheresses qui ont mis en évidence la vulnérabilité hydrique de ces régions. Entre 2020 et 2022, la région sud a traversé une période de précipitation bien inférieure à la moyenne, associée au phénomène de La Niña, entraînant une crise hydrique généralisée. Au plus fort de la sécheresse, à la fin de 2021 et au début de 2022. La majeure partie de Santa Catarina a connu un certain degré de sécheresse extrême à l'ouest, grave au centre, modéré sur le plateau, et seul le littoral nord et la région de la Grande Florianópolis n'ont pas connu de sécheresse. Cette sécheresse prolongée a conduit plusieurs municipalités à déclarer l'état d'urgence hydrique, avec des impacts directs tant sur l'approvisionnement urbain que sur la production agricole. Cette sécheresse est devenue récurrente depuis 2019, entraînant des déficits pluviométriques allant jusqu'à 130 mm dans la région, affectant les cours d'eau et les aquifères. Au Paraná, la sécheresse a aussi été sévère. La région métropolitaine de Curitiba a connu près de 2 ans de rationnement d'eau avec un système de rotation entre 2020 et 2021 en raison des niveaux extrêmement bas des réservoirs qui alimentaient la capitale. La compagnie d'assainissement du Paraná, la Sanepar, avertissait que sans une réduction de 20% de la consommation, l'eau pourrait tout simplement manquer. En novembre 2021, même après des précipitations supérieures à la moyenne certains mois, la rotation de l'approvisionnement a été maintenue, initialement avec 36 heures avec de l'eau, suivie d'entente de 36 heures sans eau, puis 24 heures avec de l'eau pour 24 heures sans eau dans les régions les plus touchées. Ce scénario extrême a été jugé le pire depuis des décennies. Les organismes d'État ont même eu recours à l'ensemencement des nuages, c'est-à-dire la semence des nuages, lorsque des avions d'induction larguent des produits chimiques dans les nuages de pluie pour tenter d'atténuer la sécheresse dans une région donnée. Ils ont tenté cela au-dessus de Curitiba, mais comme à São Paulo en 2014 et 2015, cela n'a pas fonctionné. En juillet 2021, 8 villes des régions sud et sud-est étaient déjà en régime de rationnement de l'eau, y compris Curitiba et les municipalités du sud-ouest du Paraná, face au niveau de réservoirs les plus bas depuis des décennies. Cette sécurité hydrique urbaine a même été au centre de l'attention des autorités dans les 2 États. Cependant, elle présente de très grands défis.
En effet, selon l'Atlas des eaux de l'Agence nationale de l'eau, une grande partie des chefs-lieux municipaux n'ont qu'un niveau de sécurité hydrique moyen ou faible. Dans le Paraná, 52% des municipalités ont été classées en sécurité moyenne ou faible, qui sont le deuxième et le troisième pire niveau de l'indice de sécurité hydrique urbaine, touchant 14% de la population de l'État. Et à Santa Catarina, 58% des chefs-lieux municipaux se trouvent en sécurité moyenne ou faible, ce qui représente 38% de la population catarinense. C'est-à-dire que Santa Catarina compte plus de population vivant dans des zones de vulnérabilité, surtout à l'intérieur, que le Paraná qui est déjà dans une situation grave. Et si l'on considère les indicateurs de disponibilité en eau par rapport à la demande, on constate que les plus grands risques à Santa Catarina en janvier 2022 montraient que sur les 267 villes ayant signalé la situation hydrique, 99 municipalités, soit 37%, étaient en état d'attention, d'alerte ou en état critique quant à l'approvisionnement urbain face à cette sécheresse. À ce moment-là, 15 municipalités de Santa Catarina étaient déjà confrontées à une crise d'approvisionnement. Et 17 ont déclaré l'état d'urgence en raison du manque d'eau, concentré dans l'ouest et l'extrême ouest. Déjà au Paraná, le gouvernement de l'État a décrété l'urgence hydrique dans tout l'État à la fin de 2021 pour accélérer les mesures de contingence, avec des villes de taille moyenne dans l'ouest du Paraná appliquant également des rotations d'eau, tout comme dans la capitale, Curitiba. Ces cas montrent qu'en plus des grands centres, des localités plus petites ont également souffert de risques d'effondrement de leur système d'eau. Mais il y a une région qui m'inquiète davantage. L'évolution de la population de Londrina, Maringá et Apucarana entre 2000 et 2024, qui sont les trois principaux pôles urbains du nord du Paraná, a connu une croissance démographique énorme au cours des 25 dernières années. À Londrina, la population est passée d'environ 447 000 habitants en 2000 à 556 000 habitants en 2022, soit une augmentation de 25%. Mais Maringá a connu une croissance bien plus importante, passant de 290 000 habitants en 2000 à 410 000 habitants en 2022, soit une augmentation démographique de près de 42% en 22 ans. Et Apucarana est passé de 100 000 habitants en 2000 à 130 000 habitants en 2022, soit une augmentation de 30% en 22 ans. Venant de la grande São Paulo, habituée à des millions d'habitants, ces chiffres pourraient me paraître faibles. Mais 1% de la grande São Paulo, s'il était réinstallé dans le nord du Paraná, représenterait 200 000 personnes de plus, ce qui défigurerait complètement la région. Donc ce sont des chiffres qui, pour cette région, sont importants. Et le problème étant que ces 2 dernières décennies, la région nord du Paraná a connu des sécheresses fréquentes et de plus en plus sévères, révélant un stress hydrique très important. Divers indicateurs climatiques et registres opérationnels montrent que l'aggravation des crises hydriques n'est pas seulement due à la diminution des précipitations, mais aussi à l'augmentation excessive de la consommation, évidemment liée à la croissance de la population. Les données du système météorologique, Centro Integrado de Monitoramento Ambiental do Paraná, montrent que de juin 2019 à mars 2020, plusieurs villes clés ont enregistré des volumes de précipitations bien inférieurs à la moyenne en historique, avec un déficit moyen de 33% à Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Maringá et Londrina, cette dernière ayant reçu environ 30% de pluie en moins que la normale pendant cette période. À Maringá, la baisse a été de 15%, ce qui nous amène à la question de la situation des sources et de l'approvisionnement, car les grands fleuves de la région sud et du Paraná présentent des débits très faibles pendant les crises. Dans le nord du Paraná, Londrina a historiquement une situation relativement confortable, car elle est alimentée par le volume généreux du fleuve Tibagi. Mais cela change très rapidement, car le manque prolongé de pluie, ajouté à l'augmentation constante de la consommation, a réduit le niveau du Tibagi en 2020, et la ville accumule un déficit hydrique depuis 2018. En 2020 et 2021, des rotations d'approvisionnement ont été adoptées dans des dizaines de municipalités, bien que Londrina et Maringá aient évité des coupures plus sévères, mais cela s'est dû beaucoup plus à des facteurs politiques qu'à des questions techniques. Après tout, ce sont les 2 villes les plus riches où il y a plus d'emplois, etc. Mais des villes voisines de plus petite taille entrent fréquemment dans un système de rotation. Et ce n'est pas comme s'il était facile de résoudre cette question dans cette région, parce que la géographie joue beaucoup contre.
Les difficultés géographiques pour la création de grands barrages dans le nord du Paraná, afin qu'ils soient semblables aux grands barrages de la Grande São Paulo, sont très importantes. Ne vous y trompez pas, si São Paulo compte ses 20 millions de personnes et la Grande Rio de Janeiro 13 millions, c'est à cause de l'offre d'eau. La règle est simple, plus une région est riche en eau, plus elle peut accueillir de personnes. Et si vous avez naturellement peu d'eau, il vous faut au moins une géographie qui permette une concentration artificielle. Et dans ce sens, l'excès de collines aide ces deux villes, São Paulo et Rio de Janeiro, mais n'aide pas le nord du Paraná. C'est parce que la région nord du Paraná a un relief relativement plat, seulement légèrement ondulé, avec peu de zones de vallées profondes ou de gorges naturelles qui facilitent la construction de grands réservoirs. Et l'absence de vallées encaissées limite la formation de grands barrages qui dépendent généralement de zones naturellement profondes ou encaissées entre des élévations pour maximiser le stockage de l'eau avec moins d'inondations en surface. De plus, les principaux fleuves de la région, Tibaí, Pirapó, Ivaí et Paranapanema, ont des volumes relativement limités comparés à de grands fleuves comme le Paraná ou l'Iguaçu, ce qui limite fortement le potentiel de formation de grands lacs artificiels. Beaucoup de ces cours d'eau locaux ont des régimes de débit variables et, parfois, de faibles niveaux pendant les périodes les plus sèches, ce qui réduit fortement leur capacité d'accumulation constante. Mais il y a encore un autre facteur. C'est une région riche. Et la raison de cette richesse, c'est sa production agricole et d'élevage. La région est occupée par de grandes activités agricoles intensives et créer de grands réservoirs impliquerait d'inonder des zones économiquement productives, comme des terres fertiles et des zones urbanisées ou suburbaines. De plus, l'activité agricole consomme également beaucoup d'eau. Et ce n'est pas comme si on pouvait simplement arriver et dire de réduire l'agriculture, parce que c'est justement elle qui maintient la forte activité économique de la région. Et pourquoi avons-nous une activité agricole aussi forte là-bas ? Parce que nous avons ce qu'on appelle les fameux sols de terre rouge. Ils sont extrêmement fertiles. En fait, c'est la région la plus naturellement fertile du pays à cause de ce type de sol. Cependant, ce type de sol est extrêmement vulnérable à l'érosion, ce qui fait que les barrages s'ensablent rapidement. Autrement dit, les barrages ici accumulent rapidement beaucoup de sédiments et de terre. Donc, la construction de grands réservoirs exigerait des investissements supplémentaires dans le contrôle de l'érosion sur l'ensemble du bassin hydrographique, ce qui rendrait les travaux beaucoup plus coûteux. Et pour relever ces défis, l'Atlas de l'Agence nationale des eaux et de l'assainissement de base, l'Agence nationale des eaux et de l'assainissement de base, a estimé que le Paraná aura besoin de plus de 5 milliards de reais d'ici 2035 pour de nouveaux travaux de production et de distribution d'eau, ce qui serait la plus grande somme du Sud, et Santa Catarina aurait besoin d'environ 4 milliards sur la même période. Cependant, cette estimation n'a pas pris en compte une question absolument fondamentale, qui est l'augmentation de la population causée par l'immigration. Autrement dit, cette estimation est erronée avant même d'être mise en œuvre. Le Paraná et surtout Santa Catarina ont connu une croissance démographique supérieure à la moyenne nationale, largement stimulée par la migration de personnes venant d'autres États. De 2010 à 2022, la population de Santa Catarina a augmenté de 21,8%. La deuxième plus forte croissance relative du pays. Rien qu'entre le recensement de 2022 et l'estimation de 2024, Santa Catarina aurait connu une croissance de 5,89%, dépassant les 8 millions d'habitants. Les autorités de l'État attribuent tant ce boom à l'attraction exercée par son économie dynamique, l'emploi, la sécurité et la qualité de vie, qui ont attiré des migrants de plusieurs régions du Brésil et, dans une moindre mesure, également de l'étranger, de l'extérieur du Brésil. Le Paraná a également connu une croissance entre 2022 et 2024 d'environ 3,32%, dépassant 11,8 millions d'habitants et devenant l'État le plus peuplé du Sud, bien que son rythme migratoire soit plus modéré que celui de Santa Catarina. L'intérieur du Paraná, en particulier le nord du Paraná, reçoit un énorme flux de personnes provenant de la région de la Grande São Paulo. Et évidemment, cet afflux de population exerce une pression sur les systèmes hydriques avec l'augmentation de la demande. Parce que, évidemment, plus d'habitants et d'activités économiques augmentent la consommation d'eau potable.
Mais sans des extensions proportionnelles de l'infrastructure, il y a un risque de déséquilibre entre l'offre et la demande en eau. Par exemple, des villes côtières de Santa Catarina, qui ont connu une explosion démographique au cours de la dernière décennie, comme Palosa, avec 62% depuis 2010, Itajaí, avec plus de 44%, et Florianopolis, avec 27%, n'arrivent pas à créer une infrastructure hydraulique à la même vitesse que l'augmentation de leur population. Et les gouvernements, tant au niveau de l'État que des municipalités, ont encouragé cette migration parce qu'ils visent une plus grande collecte d'impôts. Marenga elle-même a décidé de doubler son périmètre urbain pour répondre à la pression des entreprises de construction. De plus, la ville a mené une vaste campagne pendant de nombreuses années pour devenir la meilleure du Brésil et attirer des visiteurs. Cela a provoqué une hausse du nombre de sans-abri, d'habitations illégales et donc de la criminalité. Des choses qui étaient inexistantes avant cette explosion démographique. Si vous voulez détruire votre ville, la meilleure façon est de continuer à dire quel est le meilleur endroit du pays. La deuxième meilleure façon de la détruire, c'est une conséquence de la première, c'est de céder à la pression des cartels des entreprises de construction. Cette expansion urbaine désordonnée et la migration rapide conduisent à l'occupation de nouvelles zones urbaines, sans planification adéquate des ressources hydriques. Les nouveaux quartiers nécessitent l'extension des réseaux de distribution et se trouvent souvent à des altitudes ou dans des endroits moins favorisés par le réseau actuel, ce qui exige donc de nouveaux réservoirs et stations de pompage. Cela s'est produit dans des régions métropolitaines comme celle de Joinville, à Santa Catarina et Curitiba, au Paraná, qui ont dû accélérer des projets d'amélioration du système pour desservir des quartiers périphériques nouvellement peuplés, ce qui entraîne des conflits politiques sur les priorités. Parce que contrairement à ce que pensent les socialistes et les nationalistes, l'argent n'est pas une ressource infinie. Parce qu'avec des ressources limitées, la croissance sectorielle due à la migration économique oblige l'État à établir des priorités. Les municipalités situées dans des régions de pénurie relative devront équilibrer l'allocation de l'eau entre la consommation humaine et d'autres usages, principalement entre l'industrie et l'agriculture. Parce qu'en fait, la grande question est de savoir ce qui est le plus important. L'eau pour maintenir l'activité économique qui préserve les emplois ou l'eau nécessaire pour maintenir les personnes qui travaillent dans ces secteurs. C'est comme un drap trop court. Si tu couvres tes pieds, ta poitrine est à découvert. Si tu remontes le drap, tes pieds restent nus. Et Santa Catarina rencontre aussi des difficultés pour la création de grands barrages. L'État est dominé par des reliefs montagneux et des vallées étroites, surtout à l'intérieur et à l'ouest de l'État, et la construction de grands barrages est rendue difficile par la complexité géologique et topographique, car ce sont des vallées étroites qui, d'un côté, permettent des barrages plus profonds, mais de l'autre, limitent aussi l'étendue de l'inondation et augmentent beaucoup les coûts d'ingénierie, car il s'agirait de barrages hauts et complexes. Un autre problème est que la plupart des rivières de Santa Catarina, comme l'Uruguay, le Chapecó, l'Itajaí et l'Açu, le Canoas et le Tubarão, ont des régimes hydrologiques saisonniers, avec des crues intenses, mais aussi des sécheresses très marquées. Et cette instabilité rend difficile le maintien de réservoirs à des niveaux stables, et en gros, tout devient chaotique si nous avons des périodes prolongées de sécheresse. Santa Catarina possède également une forte densité de population dans des petites et moyennes communes qui sont réparties sur presque toute sa superficie. Les endroits les plus propices à la construction de barrages se trouvent justement là où se situent ces villes et la production agricole de l'État. Ce qui signifie que créer de grands réservoirs impliquerait de déplacer des villes, des villages et ainsi de suite, provoquant d'énormes impacts sociaux et des coûts d'indemnisation écrasants. Pour aggraver les choses, certaines régions possèdent encore des sols susceptibles au glissement de terrain et à des processus érosifs intenses, comme par exemple la région de la vallée de l'Itajaí, ce qui compromet la sécurité structurelle des barrages, alors que la stabilité géologique est une exigence fondamentale dans les projets de grands barrages, et Santa Catarina compte de nombreuses zones à forte vulnérabilité aux mouvements de masse. Nous avons donc un risque énorme de crise hydrique sans précédent dans ces deux États du Paraná et de Santa Catarina. Mais la question qui se pose alors est, quelle était l'ampleur de ce risque ? Et la réponse est que cela dépend de la continuité de la migration en termes de croissance organique, c'est-à-dire de la natalité de la propre population locale. Je ne suis pas inquiet, car la région est déjà au niveau de la crise de natalité.
Donc, le facteur qui va définir si cette région peut ou non s'effondrer sera l'augmentation de la migration. En 2025 et 2026, j'estime le risque d'un grand effondrement à moins de 10%. C'est-à-dire que c'est très improbable, car même si nous avons déjà des problèmes ponctuels, l'infrastructure déjà existante garantit encore l'approvisionnement de base dans la majorité des villes. Mais si le rythme de migration se maintient comme il l'a été jusqu'à présent, d'ici 2030, alors nous aurons environ 50 à 60% de chance, car l'augmentation constante de la population va rendre insoutenable la capacité installée actuelle et même celle qui est prévue. Des régions métropolitaines comme Curitiba, Joinville, Florianopolis, Londrina et Chapecó feraient face à des situations critiques permanentes. Des rationnements prolongés seraient sans fréquents et généralisés. Mais si le rythme se maintient jusqu'en 2040, nous parlons d'un risque de 90%, un scénario insoutenable. Car si rien n'est fait d'ici là, la crise hydrique sera totale, inévitable et permanente, surtout dans les régions les plus peuplées, avec des effondrements permanents, des restrictions sévères et un besoin continu d'approvisionnement d'urgence par camion-citerne, importation d'eau, etc. Des choses qui sont absolument irréalisables à grande échelle. Nous aurons des impacts économiques et sociaux extrêmement graves qui finiront par devenir structurels et irréversibles. Santa Catarina a connu une croissance démographique de 5,89% entre 2022 et 2024, tout comme le Paraná avec 3,32%, comme mentionné récemment. En maintenant cette moyenne, ou en l'accélérant, la population urbaine pourrait augmenter de 25% à 35% d'ici 2035, ce qui est irréalisable. Et selon l'Atlas des eaux, environ 52% des villes du Paraná et 58% des villes de Santa Catarina présentent déjà une sécurité hydrique moyenne ou faible. Avec l'augmentation constante de la demande jusqu'en 2035, environ 80 à 90% des villes pourraient se retrouver dans la catégorie de sécurité faible ou très faible. Nous parlons donc d'un risque très élevé, puisque les maires et les gouverneurs font encore tout pour augmenter la taille des villes, car cela augmenterait la collecte des impôts, en plus de répondre à l'énorme, gigantesque et violente pression des entreprises de construction. Si tu me demandes si c'est inévitable, je devrais te répondre que non. Ce n'est pas une crise inévitable, car cela dépendra fortement de l'ampleur de l'augmentation de la population immigrée dans ces deux États. Et non si les gouvernements feront les réformes requises. C'est parce que je ne suis pas seulement sceptique quant au fait que les gouvernements feront tous les investissements nécessaires, mais en plus, même s'ils le faisaient, ce serait basé sur une demande ancienne, c'est-à-dire que les projets se ramassaient déjà dépassés avant même d'être achevés. Donc, ce ne sera pas l'État qui jouera un rôle de solution dans cette crise, mais plutôt l'ampleur de l'immigration. Car comme nous le verrons dans cette décennie et la prochaine, avec l'augmentation de la violence, il y aura une augmentation du nombre d'immigrants fuyant la violence, notamment à Rio de Janeiro et dans le nord-est, ce qui est quelque chose de nouveau pour le Brésil, car historiquement, les migrations au Brésil ont toujours été motivées par des raisons économiques et jamais pour fuir la violence. Nous parlons en pratique d'un quasi-réfugié de guerre. Je dis quasi parce que, officiellement, nous ne sommes pas en guerre, même si, en considérant l'incapacité absolue de l'État à faire face aux crimes, et parfois même lorsque le gouvernement lui-même encourage la criminalité, nous avons un nombre de morts équivalent à celui de pays en guerre. Et avec cette situation qui s'aggrave, nous verrons de plus en plus d'immigrants à cause de la violence. Donc, en pratique, ce sera la même dynamique, mais de façon plus silencieuse. Et cela, ajouté aux personnes qui fuiront les grandes métropoles les plus proches de cette région à cause du coût de la vie élevé, mettra en avant les immigrants de la région du Grand São Paulo et du Grand Porto Alegre. Ce seront deux motivations très fortes qui peuvent surcharger ces deux États. Mais ironiquement, la crise démographique pourrait venir à diminuer ou même éviter cette crise. Parce que, avec la population brésilienne stagnante et déjà entrant dans la crise démographique, probablement déjà en 2030, et ignorer cette mise à jour démographique de l'Institut brésilien de géographie et de statistique de la mi-2024, qui a soudainement trouvé 10 millions de personnes de façon assez suspecte, peut-être que l'immigration interne brésilienne vers le Paraná et Santa Catarina finira par ralentir. Alors si le mouvement humain continue comme il l'a été au cours des 20 dernières années, nous aurons les crises au niveau que j'ai mentionné.
Mais si cela diminue, cela dépendra de l'ampleur de cette diminution. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'inévitable, mais c'est hautement probable. Nous dépendrons plus de la chance que de la compétence des autorités publiques. Ce qui est d'ailleurs la norme au Brésil. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu. Et un merci spécial aux super membres Lucas Silva de Souza et Asportas da Cidade. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de nous suivre sur Instagram, Telegram et TikTok pour rester au courant des nouveautés de la chaîne et de la géopolitique. Et partagez aussi cette vidéo avec tout le monde que vous connaissez pour aider la chaîne géopolitique mondiale à continuer de grandir. Votre soutien est très important. Amicalement et à la prochaine vidéo. Merci.